Oui, alors évidemment, je rappelle aussi que j'avais longuement raconté à Samuel combien j'avais assisté, moi, à quelques événements, mais qui aujourd'hui nous paraissent si peu importants qu'il n'est plus besoin d'en raconter l'histoire, puisque j'ai connu les lavandières, hein, c'est une image, et puis que la télévision n'existait pas lorsque j'étais étudiante, qu'il a fallu attendre quelques chaînes de télévision. Bon, tout ça pour dire que j'ai vécu, moi, dans une sorte de relative, on va dire, impuissance technologique, hein, on va presque l'appeler comme ça, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans la toute-puissance technologique. Et c'est vertigineux. Pour quelqu'un comme moi, qui suis, je l'ai toujours dit et affirmé, né en 40, les progrès de ce point de vue-là ont quelque chose effectivement de vertigineux. Et aujourd'hui, Samuel est plus à même que moi d'en décrire tout à la fois les richesses et les abus, parce que moi, pour le dire vite, je me suis structuré sans ces nouvelles technologies. Bien sûr, je sais me servir d'un ordinateur, bien sûr, j'ai un smartphone, bien sûr, mais ils ne sont pas le tout de ma vie et je retrouve assez facilement mes moments de quiétude, de recueillement, de pensée, de rêverie. Tout cela, je l'ai à l'intérieur de moi et donc je ne suis pas, comment vous dire, trop oblitéré par cette omnipuissance technologique. Alors j'ai aussi assisté à quelque chose d'assez fondamental dans mon métier, c'est-à-dire que nous pensions à la psychanalyse en ses débuts, bien sûr dans la libre pensée de Freud, que tout était psychique et nous réfléchissions à ces données-là intrinsèquement. Or, sont arrivées les neurosciences qui ont, on va dire, bouleversé ces réflexions. Mais je suis de ceux et de celles, je pense, qui voient aussi une forme de relativité. Les neurosciences existent, elles nous apprennent chaque jour un peu plus sur notre cerveau, sur la manière dont il fonctionne, mais néanmoins, elles ne battent pas en brèche complètement ce à quoi je crois par-dessus tout, c'est-à-dire à la vie intérieure, c'est-à-dire au conflit psychique, c'est-à-dire à la force de l'inconscient, au dialogue interpersonnel. Et parfois même, il m'arrive d'être un peu plus sceptique sur certaines recommandations qui ne tiendraient compte justement que des facteurs neurologiques. Alors le chapitre sur la science est, à mon sens, un des plus importants de toute la collaboration que j'ai pu avoir avec Marie-France Castaret, puisqu'il montre bien un petit peu les déformations de l'être humain auxquelles nous avons voulu réfléchir. Il y a énormément de choses dans cette partie assez volumineuse. On réfléchit au transhumanisme, au post-humain, à la façon dont finalement nous nous projetons dans une autre définition de ce qui serait la nature humaine, avec le clonage, avec l'hybridation homme-animal, les cyborgs. On réfléchit aussi aux angoisses de mort qui traversent nos questions aujourd'hui, notre rapport à la connaissance. On parle aussi de la mort de la curiosité, puisque nous vivons dans un monde extrêmement confortable, un monde de jouissance où nous cherchons à combler tous nos désirs, à être voilà, dans une jouissance, brillance, performance constante, mais ça nuit finalement à notre développement d'une connaissance, puisqu'on pense lorsque notre environnement nous oblige à penser, lorsqu'il faut pouvoir l'habiter, l'investir. Ça, c'est un point qui me semble très important. Marie-France décrivait dans le livre les différentes inventions, les différentes productions technologiques auxquelles elle a assisté. Moi, j'ai l'impression que nous sommes fusionnés avec ces objets aujourd'hui parce que nous ne les voyons finalement plus se développer. Elles sont là, inscrites, nous naissons parmi elles, alors les nouvelles générations encore plus. Et il est donc très difficile finalement de ne pas nous confondre avec tous nos fétiches, nos gris-gris technologiques. Tout c'est ce que j'appelle des prothèses narcissiques, c'est-à-dire des objets qui prétendent nous améliorer, nous consolider, nous redresser, nous étayer, nous contenir, comme le ferait finalement ce que nous, psychologues et psychanalystes, appellerions une entité maternelle primaire. Il y a ce double deuil impossible qui s'exprime aujourd'hui dans la technologie, celui de l'immortalité,
Voilà, toutes ces productions semblent nous faire croire que la mort sera un jour un handicap qu'il sera possible de dépasser, et c'est peut-être le cas, et en même temps d'une présence à l'autre, d'un lest narcissique, de quelque chose qui nous permette de dépasser nos manques, alors que ces manques en réalité nous humanisent.